Bonjour, bonsoir, téléspectateurs de Mandé TV. Merci de votre constante fidélité pour notre plateau, pour votre plateau Entretien Brut. Le plateau sur lequel, vous le savez très bien, nous faisons un décryptage de l'actualité. Et pour aujourd'hui, nous aurons comme thème les 63 ans d'indépendance du Mali et l'actualité. Pour en discuter, pour pousser les échanges sur ce plateau, j'ai mes chroniqueurs avec moi, mes fidèles chroniqueurs qui sont toujours là. Il s'agit de Moussa Oulé Traoré, journaliste et correspondant de Média Guinée. Moussa, bonjour. Oui, bonjour Fadima, bonjour à tout le monde. Un bonjour particulier à l'endroit de la diaspora, surtout à Nicaragua, qui est devenue actuellement une destination phare des migrants, donc pour aller aux États-Unis. J'interpelle l'État pour y faire face à ces fléaux, c'est pas facile. Donc les jeunes quittent sur le continent pour aller à Nicaragua et afin d'avoir une belle vie aux États-Unis. D'accord, donc ça c'est la voie de la migration, un nouveau pôle de migration qui se dessine. Qui se dessine du côté de l'Amérique latine. Sinon, à part ça, ça va? Tout va bien? Oui, ça va, tout va bien dans l'ensemble et tout va bien. Super. Je pense que tout va bien aussi chez le Coro Alpha Condé qui est en train de chambouler tout dans son parti, le RPZ, à partir de la Turquie. En tout cas, alors notre deuxième chroniqueur est Monsieur Idrissa Keïta, journaliste, consultant, spécialiste de l'actualité du Mali, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Idrissa, bonjour. Bonjour Fadima. Ça va? Un peu. Je salue déjà la team Mali et même la team Guinée qui sont actuellement aux Nations Unies. Et je profite aussi pour dire un coucou aux populations du Liptako gourmand. D'où qu'elles nous suivent, nous sommes avec eux, on est ensemble. D'accord. Alors, moi, je dirais tout simplement un gros coucou à la communauté malienne, au Mali. Voilà, nous sommes à la veille de l'indépendance du Mali. Donc, on va espérer des belles perspectives pour les années à venir, hein, parce que notre thème prend en compte les 63 ans d'indépendance du Mali. Alors, chers collègues, le Mali fête sa 63e anniversaire. Quelle évaluation? On peut dire un bilan de tout ça. On va commencer par vous, Idrissa. Évidemment, je me joins aussi à vous au nom de l'équipe pour souhaiter un joyeux anniversaire au Mali. Bien que ces 2 temps, le Mali est un peu en pleurs pour le contexte que nous savons. Mais ces 63 ans, ce sujet en lui, il est fastidieux, mais il n'est pas surmontable. Il faut le prendre de façon... Déjà, la date en elle-même, l'euphorie dans laquelle cette date a été acquise, quand le président Modibo Keïta venait avec l'accession au pouvoir, le Mali avait une dynamique, avait des partenaires d'alors, qui étaient plutôt la Fédération russe, ce qui explique même l'Union soviétique, ce qui explique que les premières générations d'intellectuels du Mali sont issus de cette époque, s'expriment en russe et autres. Et nous sommes à 63 ans où la Russie revient dans les mœurs. Donc je crois que 63 ans après déjà, au plan souverainiste, on va dire que la fibre patriotique qui à un moment était un peu en immersion, se réveille maintenant. Et les 63 ans, la fête d'indépendance aurait dû être célébrée, mais elle a quand même dû être écourtée. Parce qu'il faut avouer que ces 2-3 dernières années, à cause de la décennie enregistrée suite au contexte sécuritaire, la célébration nationale n'avait plus son ampleur d'antan. N'attirait plus les masses comme il fallait. Et on était plutôt habitué maintenant, au lieu de festivités au boulevard de l'Indépendance, c'était plutôt au niveau de Kati, et même sous le président Ibeka. Donc je crois que là, le Mali commence à se réveiller. Et même pour pouvoir ancrer même la fibre patriotique, quand le Mali indépendant arrivait,
pendant la longue période militaire du général Moussa Traoré, et pas ce Moussa-là qui est avec nous. Et pendant cette époque, on avait déjà ce qui s'appelait le service national de la jeunesse, le SNJ. Et depuis 7 ans, 8 ans, il a repris forme, jusqu'à ce que d'ailleurs, on parle même d'un appel aux réservistes. Donc c'est pour dire que la fibre patriotique est en train de prendre forme. Nous venons même de sortir de la semaine des pionniers. Je crois que donc ce Mali-là, pour me limiter à la seule question de la souveraineté, c'est un Mali vraiment décidé. C'est un Mali qui est résilient. C'est un Mali qui a eu à faire face à beaucoup de choses parce que les autorités actuelles sont dans une dynamique de diversification des partenaires. C'est un Mali où on réhabilite encore le général Moussa Traoré. Donc je crois que c'est un Mali qui veut aller de l'avant. Et au fil de l'émission, j'aurai le temps de décortiquer secteur par secteur ce qu'on a à dire après ces 63 ans. Je souhaite quand même une bonne fête. Merci. Oui, 63 ans déjà. Vous savez, quand on prend l'indépendance du Mali, on va forcément parler des côtés sombres de cette indépendance. Et nous allons encore parler des côtés aussi positifs parce qu'il y a eu deux tendances. Mais vous savez, on se pose toujours la question, est-ce que le Mali a accédé à son indépendance de façon circonstancielle ou c'est l'indépendance qui a engendré la circonstance aussi de l'indépendance? Vous savez, sans porter atteinte à ces valeureux, à ces vaillants personnalités qui ont donné l'indépendance au Mali, mais on a vu qu'avant même l'indépendance, le Mali était allé dans un sens de fédération, de fédéralisme avec le Sénégal, qui n'a pas abouti, jusqu'à ce que Modibo Keïta fut emprisonné même au Sénégal. Donc à la veille même de l'indépendance, parce qu'il y a eu cette histoire de fédération du Mali, et après il y a eu l'éclatement de cette fédération. Donc sur le plan politique, la première le premier quiproquo entre le premier quiproquo politique au Mali, c'est d'abord à la veille de son indépendance. Je crois bien, c'était au mois d'août au Sénégal, quand Modibo Keïta et Lamine Gueye ne se sont pas d'accord, ne sont pas mis d'accord sur certains points de l'indépendance, jusqu'à ce qu'on a pris certains Maliens, certains ministres maliens, et on les a emprisonnés. Donc, après cela, le Mali a accédé à son indépendance le 22 septembre. Donc, moi, je porte un regard critique d'abord sur la manière d'accéder à son indépendance. Vous savez, nous voulions toujours tout le problème que le Mali concourt aujourd'hui. Moi, je mets à l'actif à des gens qui ont permis au Mali d'accéder à son indépendance, puisque nous voulions avoir une indépendance totale, comme l'Algérie, qui a pris son indépendance par les armes, une indépendance totale, comme la Guinée, qui a eu son indépendance par vote, non, avec 98%, et pourtant, le 28 septembre 1958, tous ces pays-là ont voté donc, pour la communauté française. Et en 1958 déjà, le Mali, je ne sais pas par quel miracle, le Mali a voté oui. Mais ceux-là qui étaient là, comme les Joseph Kizerbo, les grands historiens, et les Maliens qui ne voulaient pas du tout qu'on vote oui, et on les a liquidés avant l'indépendance. Donc maintenant, la première erreur du Mali est venue de son accession à l'indépendance par négociation. Parce que moi, j'ai dit cela, tous ces pays des années 60 qui ont pris leur indépendance, qui ont accédé à leur indépendance, ont accédé à leur indépendance par négociation. Et ces négociations-là qui nous ont rattrapés aujourd'hui, puisqu'ils ont signé des documents de protection par la France, et ces documents maintenant ont permis à la France de s'immiscer aux politiques internes de ces pays. Donc il faut se dire la vérité. Sur le plan politique, c'est vrai, on a accédé à notre indépendance, on a eu notre monnaie, mais une partie, Modibo Keïta, franchement, quand il s'est rendu compte que l'indépendance du Mali, et après avoir eu l'indépendance,
il voulait encore donner une indépendance totale parce qu'on ne lui a pas donné le temps et on a armé l'opposition, pour ne pas dire que les militaires, on les a dit de prendre comment dirais-je, le destin du pays en main, et le fameux coup d'État de 1968. Et Modibo Keïta a été renversé maintenant parce que Modibo Keïta faisait face avec les pays de l'Est. Comme vous voulez dire, l'Union soviétique, la Russie n'existait pas à l'époque, mais c'était l'Union soviétique. Donc l'Union soviétique et les autres pays de l'Est. Donc maintenant, quand Moussa Traoré aussi est venu, soutenu par la France, et on a vu encore, au bout d'une dizaine d'années, et Moussa Traoré voulait encore donner cette indépendance totale au Mali. Et il y a eu le fameux multipartisme qui est venu. Donc Moussa Traoré ne voulait pas du tout. Il fut d'ailleurs le premier chef d'État africain qui a dit haut et fort que le Mali n'était pas prêt à y accéder à un multipartisme. Mais l'histoire le donne aux régions aujourd'hui, puisqu'on a vu quand les politiciens, l'oligarchie a pris forme au Mali dans les années 90, et ça nous a amené maintenant sur ce terrain très glissant aujourd'hui, et tout le monde veut prendre sa part du gâteau. Donc sur le plan politique, notre indépendance, le bilan a été largement négatif sur le plan politique, puisqu'on a accédé à notre indépendance pour être de nous-mêmes. Et 60 ans d'indépendance, le Mali n'a pas d'usine. 60 ans d'indépendance, le Mali ne peut pas se fabriquer même un tissu. 60 ans d'indépendance, le Mali, l'or du Mali, on ne sait pas où va. Je pense que le Mali peut se fabriquer un tissu quand même. Non, mais avec Comatex et Batex. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Comatex aujourd'hui, la Comatex, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour doter aux Maliens la question à se dire, est-ce que c'est suffisant maintenant, c'est une autre question. Mais pour l'instant, on peut avoir quand même un tissu. Un tissu comme nous, mais moi-même, ma femme ne porte pas ce tissu. Et c'est ici, bon, comment on appelle le jargon, le Gafani. Voilà, donc en Guinée, on dit les fariari. Donc maintenant, on peut pas porter. On n'a même pas les tissus, on n'a même pas valorisé nos propres tissus après 60 ans d'indépendance. Et 60 ans d'indépendance, nous avons notre secteur éducatif. Mais ça, quand on fait le statut de notre secteur éducatif, on va se prendre la tête. Et 60 ans d'indépendance, et il faut prendre le secteur industriel. Il faut voir maintenant, jusqu'à présent, le Mali n'est pas capable d'avoir une usine d'elle-même, c'est-à-dire une usine de fabrication comment dirais-je, ou bien une raffinerie d'or au Mali. Et sauf maintenant là, que ces enfants-là sont venus, ils ont initié, ils ont dit que l'or du Mali brille pour le Mali, donc je crois très bien. Et on a un sous-sol très riche et vastement riche, après 60 ans d'indépendance, et jusqu'à présent, on n'arrive pas à exploiter nos minéraux. Donc, 60 ans d'indépendance, peut-être on va dire que... Donc ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous voulez dire, disons, insinuer ici que jusque-là, le Mali n'est pas indépendant? Jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, nous sommes PPTE, le pays pauvre, très endetté, après 60 ans d'indépendance, il faut se dire la vérité. Nous ne sommes pas un pays émergent. Et pour quitter ici au Mali, à Bamako, pour aller à Bougouni, ça c'est un calvaire. Et c'est un calvaire aussi pour quitter à Bamako, pour aller à Kaï. Jusqu'à présent, on ne parle pas, on n'a pas de train entre les grandes villes au Mali. Il n'y a pas d'aéroport où les flux... Vous savez, nous, en tout cas, on dit que nous sommes indépendants, mais je dirais plutôt que nous sommes dépendants, jusqu'à présent. Et c'est maintenant que nous, les Maliens, on est en train de prendre conscience maintenant d'être indépendants, ou d'avoir même la sensation, puisque nous sommes toujours un pays qui vit dans l'espérance. On vit toujours dans l'espérance. On espère que ça va aller, et nos parents espèrent toujours que ça va aller, et ils sont déjà dans leur tombe, et nous sommes là, nous espérons toujours, et nos enfants aussi espéreront toujours pour ce pays. D'accord, Moussa, mais quand même, l'espoir fait vivre, hein, quelque part. Idrissa, vous pensez aussi que jusque-là, le Mali, comme beaucoup de pays d'Afrique, d'ailleurs, qu'on insinue, qui ne sont pas indépendants, surtout qu'on a vu très bien cette stratégie politique de la France-Afrique jusque-là. Oui. On ne peut pas parler d'indépendance, en tout cas pour ce qui est d'un pays d'Afrique occidentale ou centrale, le giron de la France, sans ne pas parler de la France-Afrique.
D'abord, moi, je voudrais que M. Moussa sache que s'il a, par exemple, cette liberté de parole et d'expression-là, c'est grâce à l'indépendance. C'est parce que le Mali a décidé d'être indépendant, d'aller à la démocratie, qu'on a cette liberté d'expression. Maintenant, moi, je voudrais faire une mise au point. La présence française n'est nullement pas une surprise. Quand la France a décidé d'aller dans la logique des indépendances, justement, cette fameuse négociation à laquelle il a fait allusion, le général de Gaulle partait en fait à Dakar pour donner des consignes dans ce sens. Et il a voulu s'arrêter en Guinée, où il a carrément été désavoué ouvertement par Sékou Touré, et en même temps par un référendum sans appel. Et évidemment, ayant compris que certains pourraient refuser ou certains pourraient aller dans ce sens, mais ils ont pris toutes les dispositions pour que monétairement, politiquement et à plusieurs niveaux, la France soit omniprésente. Sinon, à travers le monde, la France n'est pas le seul pays qui a été qui a colonisé. Il n'y a aucun ancien pays à travers le monde qui est en train de s'agiter envers ces colonies, où il n'y a aucun colon qui a été désavoué, comme actuellement c'est le cas depuis près d'une décennie, au nom du sentiment anti-français. Donc je voudrais lui dire, la Guinée a eu à dire non. Ça a surpris la France, mais la France a su comment prendre ses dispositions pour avoir même mise sur ces pays. Justement, vous parliez de la fédération, mais ce n'est pas autre chose. Pourquoi est-ce que le Sénégal et le Mali ont divergé? C'est parce que la France tirait les ficelles. Le Sénégal, c'était quand même la capitale de l'AOF. Il ne faut pas l'oublier. Et moi, je dirais que quand même, de cette époque à aujourd'hui, politiquement, le Mali a eu à faire des choix. Mais malheureusement, on peut le déplorer aujourd'hui, le Mali s'est distingué quand même avec les coups d'État. Parce que ce Mali souverain du 22 septembre, qui fait l'époque Modibo, où il avait quand même une logique, il était même allé jusqu'à créer sa propre monnaie, finalement, à cause de la France-Afrique, a dû rebrousser chemin, réintégrer le CFA, et après, il a été déposé, et on s'est retrouvé vraiment dans la période dictatoriale. C'est vrai quand même, on peut le reconnaître, à la fin du régime du général, Moussa Traoré, il commençait à se détacher, à se défaire, mais le mal était fait, et son régime était tellement verrouillé, il n'y avait pas cette liberté d'expression, et même de politique. Tout était clandestinité et autres, que le peuple aussi, il y avait un désaveu. Et donc, on sait comment 92 est arrivé. Sauf que, coup d'État de Moussa Traoré, coup d'État du jeune militaire ATT, des années 90 jusqu'aux années 2010, le Mali était quand même la référence démocratique sous-régionale. C'est même ce crédit qui a permis au Mali, par exemple, d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. C'est même ce crédit qui a permis au leadership malien de gérer l'Union africaine. Et j'avoue qu'après ces deux coups d'État, patatras en 2012, il y a un coup d'État farfelu conduit par le général, le capitaine bombardier général. Ça, c'est votre définition quand même. Bien sûr. Oui, Amadou Aya Sanogo. Et ensuite, juste après, en 2020, on se retrouve avec un autre coup d'État conduit par le CNSP originel, puisqu'on a un CNSP au Niger, où on a le colonel Assimi Goïta qui est là, qui d'abord se retrouve vice-président pour finalement se retrouver vice-président, président complet. Donc, on comptabilise 5 coups d'État. Et dans un contexte régional où finalement c'est maintenant le Sénégal qui a la palme de démocratie, à telle enseigne même qu'il est mis en avant même qu'il n'y a jamais eu de coup d'État. Même cela, moi je trouve que c'est encore discutable. Hein. C'est encore discutable. On peut dire que c'est encore discutable. On vous donne le sucre à avaler. Vous savez, ce que moi je ne consomme pas, c'est les intellectuels, les pseudo-intellectuels africains qui pensent que l'alternance telle qu'on nous brandit ici, que c'est la démocratie. Vous savez, tout le problème, c'est notre choix politique. Vous savez, vous avez dit, il y a 63 ans d'indépendance, nous avons fait 4 coups d'État en 63 ans. Cela veut dire que 5 coups d'État en 63 ans. Et cela veut dire que politiquement, ça a été un échec. Parce que si on n'avait pas, il n'y avait pas eu l'échec politique, il ne devrait pas y avoir coup d'État. Donc notre choix politique et la démocratie telle qu'on nous a imposée, puisque c'est une démocratie imposée, nous avions notre démocratie ici. Parce que la démocratie veut que si toi, la population te dit
Idrissa, tu es le président du Mali jusqu'à votre mort. Mais c'est la plus grande démocratie. Maintenant, il a duré ou il n'a pas duré au pouvoir. Mais maintenant, on dit l'alternance à la Youssoufou. Donc, vous faites 10 ans. Après, maintenant, vous choisissez quelqu'un. Après, vous le mettez au pouvoir. Au Sénégal aussi, vous mettez l'opposition la plus influente parmi l'opposition. Maintenant, vous le mettez d'abord en prison. Après, maintenant, vous sortez vos candidats et vous appelez ça démocratie. Donc, moi, je ne vois pas du tout maintenant le contexte politique. Après 63 ans, en résumé, c'est négatif. Donc, il faut revoir le Mali. Est-ce que vous dites que c'est un échec avec tous ces coups d'État, coups de force? Quand même, il faut alléger un petit peu les termes quelque part. Oui. Est-ce que vous pensez que même avec ça, il n'y a pas une évolution politique qui est là? Parce qu'il y a eu quand même une certaine avancée politique. Oui, aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit. Ce que je peux dire, si il y a avancée politique, il y a eu d'abord les détournements du dernier public. C'est ça l'avancée politique. C'est ça qui avait l'avancée politique chez moi. Il y a eu aussi la montée d'une certaine élite politique où il y a l'oligarchie qui ne dit pas son nom au Mali ici, une minorité qui gère une population de plus de 20 millions d'habitants. Mais on ne peut pas me dire que le Mali est indépendant tant qu'on n'est pas l'autosuffisance alimentaire. Le Malien ne mange pas à sa faim. Après 63 ans d'indépendance, il faut se dire la vérité. Il y a toujours des gens qui meurent au nord du Mali, au centre du Mali, par la famine, parce qu'il y a la famine au Mali. Donc, il faut se dire la vérité. Après 63 ans d'indépendance, nous sommes dit que nous sommes indépendants. Il faut aller dans les grandes villes. À part Bamako et Ségou, il faut aller dans les autres villes. Je suis allé à Ségou, maintenant qui ne ressemble même pas à un cercle du côté du Ghana. Donc maintenant, il faut voir maintenant le contexte. Nous sommes indépendants. Après 63 ans, rien. Bon, moi, je ne vois quand même rien. Maintenant, qui peut quand même nous montrer qu'il y a eu un progrès. Si ce n'est pas du vol du denier public. Non, Moussa, ça, je pense que ça, c'est l'effet de la mauvaise gouvernance. Justement. C'est la mauvaise gouvernance. Cela veut dire que c'est l'indépendance. Et cet effet de la mauvaise gouvernance a prédominé, a été quand même assez visible. Sinon, quand on regarde quand même l'évolution du Mali, l'évolution peut être discutable, évidemment, parce qu'il y a encore des insuffisances. Mais de cela à dire qu'on n'a pas une souveraineté, on n'a pas une indépendance. C'est maintenant attention, c'est maintenant qu'on est en train de parler la souveraineté retrouvée. Parce que moi-même, je ne dis pas Malikoura, mais je dirais plutôt la souveraineté retrouvée. Donc le Mali est en train de retrouver. C'est ça, hein, le Malikoura traduit en français, c'est ça? Est en train, je dis bien. Ça veut dire qu'elle avait trouvé un moment pour retrouver. Voilà. Non, oui, on avait une souveraineté quand nous étions dans la féodalité, avant l'arrivée même des colons. Donc voilà. Oui. Moussa, par rapport à ça, l'évaluation en affaires politiques, société, le citoyen malien, aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être ancré dans l'esprit du citoyen d'aujourd'hui. Citoyen malien, 63 ans d'indépendance, il y a eu une évolution. Je pense qu'il y a quand même eu une évolution parce qu'on voit aussi la part des dames. Les femmes qui accèdent aujourd'hui à certains postes de responsabilité, les femmes aujourd'hui, la femme malienne arrive aujourd'hui à s'exprimer, à s'affirmer. Elles sont, même autant de Soudiata. J'ai suivi un reportage sur France 24. On a été le premier peuple au monde qui a donné une place au moins à la femme. Donc il faut reconnaître. Non, mais quand je veux parler... Moussa, quand on veut parler de ça, c'est l'indépendance dont, par exemple, vous faites allusion. La femme malienne a toujours été indépendante quelque part. Oui. Dans le foyer. Mais aujourd'hui, le contexte est différent et l'évolution aussi est différente. Non, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus instruites. Elles sont quand même de plus en plus instruites. On les voit dans tous les secteurs, que ce soit politique, économique et autres. Hein. Elles s'affirment maintenant, même dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, on peut compter bon nombre de femmes à ce niveau. Quand même, le Mali, sur les 63 ans, moi, je dirais qu'il y a quand même une évolution. Il y a aussi des failles, quelque part aussi, en termes de sécurité. L'insécurité aujourd'hui,
c'est beaucoup discutable. Bon, on est dans un contexte aussi qui... Pour ce qui est de l'insécurité, on ne fait que récolter les conséquences de la crise en Libye. Avant que cette crise en Libye ne dégénère, le Mali, ça allait bien au plan sécuritaire. Il y a quand même eu une flamme de la paix. Et il y avait un regard sur les velléités terroristes. Le feu n'éteint pas le feu. Non, mais n'oubliez pas qu'il y avait eu ça avec le président Alpha Oumar Konaré. C'était quand même un Mali stable. Et on avait un œil sur Kidal. Et on ne voyait pas ces velléités aujourd'hui affichées là sur place. Comme je l'ai dit, il a fallu que le grand guide Kadhafi tombe pour que vraiment les déshydratats, les résidus de cette zone-là arrivent vers nous. Maintenant, vous l'aviez dit, hein, la promotion du genre, il y a quand même eu une avancée puisque le Mali a même une loi votée. Exactement. Cette loi se discute. Parce que dans la logique des choses, on doit aller vers ce qui s'appelle la parité. Oui. 50%. Oui, 63 ans. Jusque-là, les Aucune femme n'a été... en quantité. Oui, le perchoir n'a jamais été dirigé par une femme. L'Assemblée nationale. Oui, mais ça ne saurait tarder. Il y a déjà quand même il y a eu un pas avec Mme Maïreama Kaïdama, oui, qui a été à la primature. Oui. Donc ça voudrait dire que le Mali même pourrait donner l'exemple à la Guinée, sait-on jamais. Donc je salue ça. Quand même, il y a une loi. C'est le strict minimum. Mais voilà où je voulais quand même rebondir. On a notre indépendance. Peut-être que dans la posologie... On a notre dépendance. Oui, c'est un peu comme dans cette question de loi. Oui. Les femmes doivent être vues. Elles doivent être impliquées. Pour ça, il faut quand même qu'il y ait un minimum, un préalable. Ça, c'est la loi. Ça les permet au moins d'être visibles. Même si dans les nominations, les hommes peuvent se permettre certaines cachotteries, mais reste qu'aux élections, ça ne va pas pardonner, hein. Dans ta liste, tu ne respectes pas le quota, tu es éliminé. Les partis l'ont su en 2020. Par contre, qu'est-ce que je voulais aussi dire? L'indépendance aussi, c'est comme ça. Je vous rappelle cette phrase. Tout esclave qui ne s'apitoie pas sur son sort ne peut avoir aucune aide de qui que ce soit. Oui. C'est parce que l'Afrique s'est apitoyée sur son sort. J'ai parlé du nom de Sékou Touré. Quand il a dit le nom, c'est parce qu'il, lui, il a très vite vu venir cette histoire de protectorat de tutelle. Mais en 58, de 58 à 60, tous les pays qui sont devenus indépendants en 60 étaient effectivement sous la tutelle. Mais c'est parce qu'à un moment, ils ont commencé à s'apitoyer sur leur sort, qu'il y a eu des mouvements, il y a eu certaines agitations qui ont fait que la France a dû les céder. Même si elle ne les a pas entièrement cédés. Mais elle a quand même dû les céder ce qui s'appelle l'autonomie. C'est vrai, c'est un jeu de dupes. On sait qu'en Afrique, ici, on avait des présidents, des candidats, qui étaient des candidats de la France. Oui, et j'allais même plus loin parce que, par exemple, la CEDEAO, la BCEAO, les douanes, plusieurs entités, on avait même des représentants français en leur sein. Il a fallu que vraiment ce sentiment anti-français qui a pris forme depuis bientôt une décennie, qui a finalement conduit à cette transition-là, qui a finalement conduit à ce désaveu ouvert de la France pour que vraiment les choses commencent à changer. Mais c'est vrai que sur 63 ans, en 2-3 ans, on ne peut pas dire qu'il y a grand-chose. Mais déjà, nos pays s'apitoient sur leur sort. C'est pour ça que le Mali a toujours défini ces 3 lignes de la souveraineté. Diversifier ses partenaires, agir au nom des intérêts du peuple. Et tel n'était pas le cas. Comment? Oui, tel n'était pas le cas, diversifier. Vous savez, le seul acquis que moi je peux dire après 63 ans d'indépendance au Mali, on peut se bomber le torse en disant que nous n'avons pas un quartier colonial à Bamako. Tel n'est pas le cas en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Chaque pays a son lien avec la France. Donc maintenant, là quand même, nos prédécesseurs, nos politiciens des années de la Gouloire, j'appelle, donc ils ont bien fait là-bas. Le Mali est resté le Mali. Mais maintenant là, c'est l'indépendance retrouvée. Vous savez, quand on parle de 63 ans d'indépendance, quand vous avez vu comment Macron appelait nos chefs d'État à Pau, on les appelle, on dirait des enfants. Et imaginez, Kadhafi a été président, il a fait coup d'État, il est devenu président en 1967. Il a fait 40 ans sans mettre pied en Italie. Et surtout, il a fait 23 ans, de 1958 à 1983, il n'a pas mis pied en France. Donc maintenant, nos chefs d'État, quand tu es élu aujourd'hui à Koulouba, et demain tu es
au Quai d'Orsay. Tu es reçu par le Premier ministre ou par le Président. Ce sont des valeurs de l'Occident. Cela veut dire que nous n'étions pas indépendants. Maintenant, quand le putsch est venu, bon, je ne suis pas en train de leur donner des fleurs. Donc, voilà. Maintenant, on a vu qu'il y a ce sentiment malien. Un Malien fier d'être malien. C'est un pays qui est issu de la féodalité dans le temps. Donc, aujourd'hui, on est en train de sentir quand même une dignité, une indépendance retrouvée. Donc, c'est pour vous dire que peut-être dans les années qui viennent, il peut y avoir une indépendance totale pour les Maliens. On a notre propre monnaie, parce qu'on ne peut pas avoir une indépendance tant qu'on n'a pas la langue qu'on parle, parce qu'il faut se dire la vérité. Oui. Voilà. Oui, donc l'indépendance. Tout pays qui n'a pas sa langue et sa propre monnaie n'est réellement pas autonome. Oui, le discours qui revient. Pour la langue, je pense que ça, c'est bon. Non, Madame Fadima. Continue. C'est la pratique de cela peut-être qui va manquer. C'est vrai que l'idée est là, mais c'est une réalité. C'est vrai que dans la pratique, par exemple, le Rwanda, puisqu'on va en parler, le Rwanda, par exemple, du jour au lendemain, apparemment à vue d'œil, du jour au lendemain, ils ont le cul rwandais. Ils ont interdit, comment on appelle ça, la langue française. Oui. Mais en fait, c'est parce que leur langue était déjà écrite, était répandue. Oui. C'est vrai que le Mali, on n'est pas à ce niveau où ça n'a pas vraiment été poussé. Non, si, on a une langue, on a notre langue, le Bambara est écrit. Oui, le Bambara est écrit. Depuis 1945. Non, mais monsieur, tout de suite, nous trois, nous asseyons, on ne peut pas écrire le Bambara. Oui. Alors que le Rwanda, on a soit 10 Rwandais. Justement, c'est ça. C'est ce point-là. Petit à petit. Et d'où même le combat du jeune Aziz Traoré. Non, mais je vais même, en train de je vais même vous faire une confidence, chers collègues. Il y a, en début d'année, en début 2023, avant même que je ne parte en Guinée, à la mi-janvier, j'ai eu à rencontrer le président de la commission culture du Parlement, du CNT, c'est-à-dire l'honorable Gabriel Magma Traoré. Il m'a effectivement confié que le Mali est quand même en train de prendre des dispositions pour que le Bambara soit vraiment répandu. Mais il m'a quand même aussi confirmé qu'à un certain échelon, ce qu'ils disent Baloukoukala, ils ont déjà commencé, ils ont pris les préliminaires. C'est les Blancs qui ont envoyé ça, on n'en a pas besoin. Donc, c'est pour dire que déjà la langue est en train d'être écrite. D'accord, chers collègues, on va essayer vraiment votre dernier mot par rapport aux 63 ans d'indépendance et on va boucler ce dossier-là. Bon, les 63 ans d'indépendance, je dirais déjà que le Mali vraiment est dans une souveraineté retrouvée. Ces derniers temps, les coups d'État, les divergences autour de la gouvernance, les désaveux même de chefs d'État ont fait que le Mali est tombé à un niveau où le Mali joue sa survie. Et donc, le retour à l'ordre constitutionnel, il s'impose. Cette guerre aussi, dans le Sahel, dans le nord du Mali, elle est à suivre de très près, parce qu'on ne peut pas pleinement être indépendant si on n'a pas toute l'intégralité de son territoire. Et on voit que du nord, ça s'est transmis au sud, et au centre, et maintenant aux environs même de la capitale aussi, l'insécurité est là. Donc vraiment, pour aller vraiment à la 64e bougie, on devrait, et en même temps, faire face aux défis sécuritaires. On a un régime militaire issu des forces spéciales qui sont vraiment attendus au tournant. Et en même temps, pour qu'on puisse émerger, le Mali devrait aussi aller vraiment vers un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ok, merci beaucoup Idrissa. Moussa? Oui, 63 ans, après 63 ans, moi quand même, c'est un demi-siècle presque. Donc, c'est vrai que sur le plan politique, c'est négatif, il faut se dire la vérité. Sur le plan monétaire aussi, c'est négatif. Mais ce n'est pas la monnaie du Mali, c'est une monnaie d'ailleurs. Donc, voilà, donc maintenant, je voudrais quand même qu'on essaie de réfléchir, de se murer un peu, et de faire face aux défis politiques et de définir nos propres politiques, nos propres lignes politiques, donc, sur lesquelles nous allons bâtir notre peuple. D'accord, merci beaucoup. Donc, ce dossier sur les 63 ans d'indépendance du Mali, on le boucle ici. On va prendre un autre dossier, chers collègues. Il y a eu une charte, il y a eu des signatures, il y a eu des communiqués par rapport à ça. Il s'agit de la charte du Liptako gourmand.
qui institue une alliance de 3 États, voilà, le Burkina, le Niger et le Mali. Ah, c'est Aux pas... abonnés absents, on a toujours la République de Le- G. Voilà. Ah non, Donc, non, on non, ne non, sait non, non, pas on parle du Et Liptako. qui n'est pas un pays sahélien. Voilà. Ah, justement. Quoi qu'il en soit, mais Justement. sûrement qu'il est en train de chercher sa voie. Non, non, mais je vous rappelle rapidement, entre 2022 et 2021, il y avait aussi le trio. Le trio Mali, Guinée et truc. Jusqu'à ce qu'ils avaient ouvertement dit à la CEDEAO. On a eu... Voilà, donc ce cadre est là. Oui. Bon, on attend tout quoi? C'est un plan B ou bien... Non, c'est pas un plan B, Et qui ce est cadre mort- il est là. Et qui Il est est mort, là. Ce et cadre, qui il est est mort là. de sa belle mort. Il n'est pas mort de sa belle mort. Du tout, du tout. C'est juste que justement, les gens ne font pas trop la nuance. On parle beaucoup de la Guinée, c'est pas que ça. Simplement, vous savez, il y a une communication qui prête parfois à confusion. Le Liptako Gourma, qui existe depuis longtemps, hein, est en fait ce qui s'appelle aujourd'hui la zone des 3 frontières. La Guinée n'est pas frontalière à cette zone. Bien sûr, on a cette fameuse zone OMVS. Oui. J'espère qu'on reviendra même d'ailleurs. Jusqu'à présent, Là-bas, par exemple, elle ne dégire qui pas. est zone des 4 frontières, là, la Guinée est impliquée. Mais là, nous parlons de cette fameuse zone des 3 frontières qui, en fait, a un nom originel qui est là, qui s'appelle le Liptako Gourma. Et d'ailleurs, actuellement même, le Liptako, institutionnellement, c'est une dame qui est à la tête, qui était même à Bamako il y a moins de 3 semaines. Elle a rencontré le général, le colonel Assimi Koïta pour avoir les consignes sur l'orientation de l'institution. Et évidemment, il est clair qu'elle a forcément été dans les 2 autres États. Donc, cette zone, on le sait. Pourquoi est-ce que ce nom 3 frontières, il est familier? Parce que tous les médias du Mali et d'ailleurs en parlent, notamment Ménaka, qui est notre référence, qui est la capitale de fait. Cette zone-là est comment dirais-je, sous pression. C'est justement une zone où même, tellement que la pénétration djihadiste et terroriste est forte, qu'il y a eu des moments où les différentes tendances rivales se sont affrontées aux yeux et au su de tous. Avant que le Niger ne tombe, avant qu'il n'y ait cette question de menace militaire de la CEDEAO, il faut savoir qu'il y a eu un moment où les militaires même du Niger ont dû poursuivre, traquer des terroristes. Justement, parce que quand on voit l'objectif principal, notamment de cette alliance-là, il s'agit d'établir une architecture de défense collective et assistance mutuelle au bénéfice des populations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une armée pour les 3, bien sûr. Bien sûr, c'est ce que ça veut dire. C'est ce trio-là qui a fait ce fameux communiqué, disons, ils étaient 2 à la base pour pouvoir défendre le Niger en cas d'attaque d'arrivée militaire dans le Niger pour pouvoir sauver le soldat Bazoum, si on peut, si on peut dire ça. Oui. On s'attend à quoi avec cette charte au-delà de ça? C'est un petit peu pour le capitaine, combler les insuffisances de la CEDEAO? Oui, le capitaine de cette équipe, c'est le Mali. Peut-être, je pourrais même dire que l'initiative de la création de ce groupe, je dirais que c'est le Mali qui a été l'initiateur. Vous savez, le Mali est un pays déclencheur aujourd'hui de beaucoup de choses en Afrique. Mais sur le plan politique, je dirais que ce que moi j'analyse, j'ai comme analyse, c'est de ne pas avoir un groupe très éphémère. On crée aujourd'hui, puisque moi je dirais toujours que c'est la circonstance qui a donné naissance à la création de ce groupe, de Liptako Gourma, même si ça existait. Maintenant, une charte. Allez, Moussa. Donc, je dirais plutôt, de mon point de vue d'analyse, vous savez, c'est la circonstance qui a fait que cette structure-là a été mise en place par 3 pays. Mais moi, j'en doute quand même la durée de cette union ou bien de ce mariage forcé entre vous en doutez de la durée la ou bien durée, vous en doutez de comment cette mise non, la en durée œuvre d'abord, se fait? je m'en doute d'abord de la durée. Mais pour parce un que, truc qui n'a que presque ça ne pas so- commencé. Oui, ça peut se commencer aujourd'hui comme on a vu avec le Mali, Burkina et la Guinée, et ça a été éphémère, on nous a donné un petit goût. Ce n'est pas éphémère. Voilà. Donc maintenant, ça a Ce sont des disparu comme ça. stratégies militaires, Et tout ne moi, se je m'en dit doute pas. aussi que la circonstance, parce qu'il peut y avoir aussi un changement, comment dirais-je, un changement, s'il n'y a pas
s'il n'y a pas quand même une charte forte, et avec maintenant l'accompagnement de l'État ou bien de ceci, cela, et s'il y a un changement à la tête du Mali ou du Burkina ou bien du Niger, il peut y avoir encore cet éclatement de ce groupe, mais le côté financement aussi, je m'en doute, parce que j'ai toujours dit ici que l'amitié entre les pauvres, ça n'aggrave que la pitié, donc c'est pas facile. Et le Mali et, le Burkina et le Niger, et quels sont ces pays maintenant qui peuvent, sur le plan économique, comment faire fonctionner maintenant l'union de ces militaires pour faire face à leur sécurité. On ne peut pas dire encore que c'est la Russie qui va... L'objectif, elle est claire, Moussa. L'objectif, c'est de défendre. Oui, non. L'objectif dit la défense collective. Et on sait très bien que dans cette zone-là, il y a le terrorisme. Donc, à partir de ça, quand ils auront pu éradiquer tout ça, on pourra éradiquer tout ça. Toutes les autres choses. Et après ça aussi, on dit quand on attaque un pays. L'un des pays. Ce n'est pas le terrorisme, ce n'est plus le terrorisme maintenant. C'est pour répondre à la CEDEAO. Donc, qui a l'ambition de frapper un pays, le Niger. Donc, maintenant, c'est pour dire que, est-ce que économiquement, le Mali, le Burkina et le Niger sont prêts pour faire face à... Non, mais cette question a une réponse. Oui. Je crois que M. Moussa a été très simpliste. Ces trois pays, sur ces objectifs-là, ça existait ici pendant près de 8 ans. Ça s'appelait le G5 Sahel, avec la Mauritanie et l'Algérie qui était... financé par la France qui non, pas la Mauritanie et le Tchad qui financé par la France. Non, mais je veux vous dire qu'il s'agit de quelque chose de rodé. De deux, ces deux pays-là qui ne sont plus là, le Tchad, on connaît, c'est à cause de ses affinités avec la France, la Mauritanie. Mon ami, la guerre, c'est le financement. Donc maintenant, d'où provient le financement? Ce n'est pas la première fois que ces trois pays se mettent ensemble. Vous parlez de financement. La France est en train de s'agiter. Parce que la France est en train de bouffer dans ces pays-là. Il y a l'argent. On ne parle pas de la France. Non, on parle de financement de l'État gourmand. Vous parlez de justement c'est un mariage forcé. Dans cette zone. Un mariage forcé. Ce n'est pas un mariage forcé. Une polygamie créée. Oui, c'est le Mali qui a... Ce n'est pas un mariage forcé. Non, attention. Je le répète encore. C'est le Mali qui a engendré, appelé ces deux pays maintenant à une union. Et cette union-là, ça sera financé comment? C'est ça le... Mais moi, c'est ce que je dis. Comment vous pouvez poser la question? Ces trois pays-là étaient ensemble. Dans ce qui s'appelait le G5 Sahel, le Mali a quitté. Tous ces pays-là sont venus demander pardon au Mali, pour votre information. Le dernier en date même, c'était la Mauritanie, il y a moins de 4 mois. On demandait pardon. Bazoum, dans une interview chez nos confrères turcs, Anadolu, l'agence Anadolu, AA, il a eu à dire, il dit que vraiment le départ du Mali, ça nous a mis à mal. Je regrette leur absence et je les supplie de revenir. C'est pour vous dire que tous ces pays, le truc devait se reconstituer. Mais le Mali à l'époque, avant qu'il y ait la menace CEDEAO, était plutôt dans une logique de reconstituer ça, mais cette fois-ci avec des pays de la zone côtière. Mais le coup d'État du Niger a tout changé. Et puis le coup d'État du Niger, là, c'est très clair. Hein? On sait que c'est à cause de la CEDEAO. Et il y a une chose qui est évidente. Si la CEDEAO arrivait à ouvrir les hostilités et avait eu raison du CNSP, c'est clair que le CNSP du Mali, le CNRD de la Guinée allait y passer. Et aussi la formalisation, là, c'est une façon de dire que c'est pas du bluff. De la Guinée ou bien du Burkina? Non. Ouais, du Burkina aussi, c'est vrai, et du Mali. Le Mali, la Guinée, le Burkina. Chacun allait y passer. Tous les colonels allaient y passer. Jusqu'à présent, ma question, en tout cas, Moussa, ma question n'a pas été répondue. Non, c'est un G3 Sahel, ils se sont remis ensemble. C'est pas la première fois qu'ils se mettent ensemble. Moussa. Mais ils se sont déjà mis ensemble. Ils ont l'habitude d'être ensemble. Ils ont l'habitude de cotiser. Vous ne pouvez pas dire cette guerre qui a été, vous savez, parce que c'est un front qui est déclenché. Mais justement, ce n'est pas du bluff. Vous minimisez la chose, ce n'est pas du bluff. S'ils se mettent ensemble, c'est qu'ils l'ont réfléchi. Vous avez vu des délégations. Il faut toujours des aides. Il y a eu des délégations militaires du Niger qui sont allées à Bamako, au Burkina et vice-versa, et même en Guinée. Donc vraiment, la chose est en cours. Merci beaucoup. On va avancer ce dossier, c'est affaire à suivre. Voilà. On voit une alliance, on va voir comment tout ça va se mettre en place. En tout cas, on reste assez optimiste. Voilà. Pour l'instant, ces trois pays n'ont absolument rien à perdre. Oui, c'est une bonne chose quand même. La création, c'est une bonne chose. Mais la durabilité, quand même, pose problème. On verra bien. On verra bien. Donc, ce dossier, il est mis de côté pour l'instant. On va parler d'un dossier quand même qui est là. C'est clair. Il s'agit du dossier Ben le cerveau.
On en parle encore une fois parce que c'était un membre du CNT. Maintenant, il est en prison. Ça a été vraiment Il est tombé des nues. voilà, on a suivi un feuilleton, là, si on peut dire un feuilleton, où les choses se sont enchaînées à une vitesse phénoménale et il est mis à la porte du CNT. Voilà, Ben le Cerveau devient un simple citoyen malien. C'est un message à passer à d'autres personnes ou bien c'est pour dire que vraiment le Malicroix tient fermement à assainir les choses. Oui, moi j'ai suivi l'évolution des choses depuis le début. Je n'ai pas été sur le terrain, mais j'ai quand même suivi de la sortie de Ben le Cerveau, sa sortie est ratée sur les ondes d'une radio de la place. Mais il faut se dire la vérité, il y a beaucoup de choses quand même, les non-dits. Ben le Cerveau, ce n'est pas que seulement sa sortie médiatique, mais on a écouté des audios dont il parlait de ses pions placés au haut lieu de l'État, au sommet même de l'État. Donc c'est quelqu'un déjà qui avait une vision. Mais on sait que Ben le Cerveau, sa personne ne dit rien, mais qui est derrière lui, sa motivation politique. Il faut voir cela. Donc, sa condamnation n'est pas une surprise pour moi. Vous savez, j'ai toujours critiqué l'agitation de Ben le Cerveau. Ce n'est pas comme ça un État évolue. Vous savez, pour un État qui veut se respecter, qui veut se faire respecter, donc il faut avoir une certaine limite des choses. Le Ben le Cerveau, peut-être son mouvement a participé au renversement du régime d'Ibeka, c'est vrai, mais cela ne lui donne pas une carte blanche de dire n'importe quoi sur la place. Oui, parce qu'on lui a donné la latitude de s'exprimer publiquement ou d'intégrer même la chose publique et même les choses secrètes de l'État. Donc c'est ce qui lui a donné cette motivation d'être une personne au-dessus de la mêlée, au-dessus de l'État et un super malien. Donc, mais maintenant là, il est en prison, 1 an d'emprisonnement ferme et 1 an avec sursis. Peut-être, je dirais que c'est raisonnable. Même la justice pouvait aller au-delà de tout ça là. Vu quand même l'audio que moi-même j'ai écouté, et c'est authentique, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas quand même digne d'une personnalité comme Ben le Cerveau qui dirige un mouvement de déstabilisation qui a chassé même la France, qui a participé d'abord au départ de Barkhane, de la France, de l'ambassadeur et tout. Mais il devait se ressaisir, il devait s'aligner. Parce qu'on ne peut pas être ami au gouvernement et être en même temps contre le système de gouvernement. Parce que vous êtes dans le système et vous avez participé à l'émergence de ce gouvernement. Mais vous ne pouvez pas, si vous voulez critiquer ce gouvernement, c'est à l'interne que vous devez le faire. Mais maintenant, vous sortez sur les places publiques et vous savez que même si vous êtes... ça va donner quand même des leçons aux gens qui font semblant d'être à côté de ce gouvernement, mais qui font aussi les choses dans l'émission, donc qui sont dans les viseurs des services de renseignement, et qui sont dit, oui, c'est connu de tous. Ça donne, c'est une leçon quand même à renvoyer à ces personnes, parce qu'on a vu avec l'imam de Badalabougou, qui a aussi participé à l'émergence de ce gouvernement, mais qui est aussi mis de côté aujourd'hui, donc qui est dans sa mosquée, comme il a si bien dit, qu'il rentre dans sa mosquée, il est aujourd'hui prêcheur. Mais maintenant, la Ben le Cerveau, aujourd'hui, qui n'est plus avec eux. Et Kaoudim aussi qui était là, par-ci par-là, et donc aussi qui est mis de côté. Donc maintenant là, on dit que le gouvernement d'Assimi Goïta n'est pas l'ami de quelqu'un comme la France n'est pas l'ami. Elle a des intérêts. Si c'est moi, je vous rejoins. Évidemment, il a tout dit. Ce gouvernement n'a pas d'amis, il a des intérêts. Je rejoins Moussa parce que déjà, Ben le Cerveau a hérité du pouvoir de la rue. L'imam de Badalabougou avait ce monopole. Son mobilisateur était justement Kaoudim, qui a débuté au CNT. Ironie de la vie, il s'est senti beaucoup intouchable, il était très arrogant,
Et vraiment, il est entre guillemets, mort de sa belle mort politique. Aujourd'hui, c'est Ben le cerveau. Disons-le entre nous. Il peut faire des sorties, mais vraiment, il a poussé trop loin le bouchon. Il a touché à des secrets d'État. En fait, il a pris des risques et il subit les conséquences. C'est pour ça que chez moi, en Côte d'Ivoire, on dit une chose. Conseil ne conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. Et évidemment, Ben le cerveau est déjà déposé. Même si c'est quand même lui qui était le mobilisateur numéro 1, même si c'était lui qui est à l'origine du départ, en tout cas, affiché des populations, de la rue, on va dire, des forces internationales, à savoir la MINUSMA actuellement et la France. Mais vous savez, les audios avec Ben le cerveau, ça ne me surprend pas. Hein? L'année passée, il y avait encore eu la même question. Il y a des audios qui étaient sortis, il était mis en désaveu. Il a fallu que le référendum pointe son nez pour que Ben le cerveau revienne en odeur de sainteté. Là, désormais, c'est quand même une leçon. Certains vont réfléchir à deux fois, même si son mouvement continue d'afficher son soutien. Justement, c'est la question que j'allais poser, parce que vraiment, c'était lui qui portait le mouvement, hein, le mouvement Yerewolo, les sorties, les communiqués. Pendant le procès, on a vu son mouvement qui a quand même été là au sein de... à la porte des tribunaux pour pouvoir donner de la voix, manifester leur soutien à leur leader, en espérant bien sûr qu'ils ne partent pas en prison. Maintenant qu'il est en prison, le mouvement dit toujours soutenir la transition. Donc comment cela pourra se faire? Un soutien de désespoir. Mais comment cela pourrait se faire? Est-ce que on pourra dire que le mouvement va du coup chuter un petit peu? Parce que si on en parle, le mouvement de Kaoudjim, on n'entend plus parler du tout. Oui, non, voilà. Attendez, Madame Fadima, vous savez en fait, le mouvement de Kaoudjim est en fait né pratiquement quand il est arrivé aux affaires ou pratiquement quand il est tombé de son piédestal. Parce qu'il a compris que dans notre jeu politique africain régional ici, quand tu es un peu président d'un parti politique, de fait, tu auras le soutien de l'arène politique, tu pourrais peut-être être un peu intouchable, à un moindre degré. Ben le cerveau, ils sont dans la discipline. Mais moi, j'ai un élément. Si réellement on faisait confiance à Ben le cerveau ou à son gouvernement, on n'allait pas le transférer. À son mouvement? Non, Ben le cerveau, il a changé de prison. Il n'est plus à la prison centrale de Bamako. Il est carrément allé à Kenyemba. Tout à fait. Pourquoi on l'a transféré? Aussi parce qu'on sait que, étant en prison, avec les gros poissons et certaines influences, il pourrait changer d'esprit. Non, Ben le cerveau n'est rien. Vous savez, on a donné beaucoup de crédit à Ben le cerveau. On a donné beaucoup de crédit à cette personnalité qui ne veut rien dire au Mali et qui ne peut même pas gouverner un cercle, à plus forte raison, un pays. Vous savez, il faut se dire la vérité. Ben le cerveau est qui dans ce pays pour se comporter de la sorte? Et vous savez, quand vous prenez le c'est un objet politique. C'est quand même un mobilisateur. C'est un objet politique. On lui a donné c'est un objet politique. Il a été fabriqué par le pouvoir. On te donne l'argent. Même toi, Fadima, aujourd'hui, on connaît au Mali pour mobiliser les gens. Toi, Idrissa, toi, Fadima, on te donne l'argent aujourd'hui pour mobiliser les gens. Mais tu peux mobiliser, on sait que c'est les 2000 qui font sortir les gens. Vous liez de Sotrama. Non, c'est interdit par la loi électorale. Je me réfère aux références officielles. Même les garguettes sont interdits. Ce qu'on donne à Ben le cerveau ou ce qu'on lui a donné pour mobiliser, on me donne aujourd'hui, je pourrais faire même plus que ça. On a vu le mouvement, le mouvement de quiconque mobilise a des ambitions politiques, mais qui est mort de sa belle mort. On a vu aussi Imam de Badalabougou avec son mouvement de Sema qui est mort aussi de sa belle mort. On a vu aussi juste un peu handicapé, mais voilà. Mais le mouvement de Resbat, ils ont donné de la voix. On a vu encore avec Issa Kaoudjim qui est venu avec certains Faso Kanou. Aujourd'hui qu'on ne parle plus. Donc maintenant on veut enterrer le Yerewolo. Peut-être s'ils sont Yerewolo, on dit Ben le cerveau est en prison, mais ça c'est le soutien de désespoir qui nous affiche aujourd'hui pour montrer à la justice, oui, malgré que vous avez mis aux arrêts Ben le cerveau et vous l'avez emprisonné, nous soutenons, mais ce n'est pas c'est la discipline. Non, ce n'est pas la discipline dans la majorité. Mais c'est de dorloter la justice afin d'avoir un regard. Non, mais Ben le cerveau a fait le mea culpa. Devant le juge, Ben le cerveau a fait le mea culpa. Il a dit qu'il ne savait pas
que ses propos étaient aussi exposés, étaient aussi poussés, c'est le propos qu'il s'en excuse. C'est le propos qu'il demande, mais l'audio qui est là est plus que le... Donc il faut se dire la vérité. Merci. Bon, on va postuler pour le remplacer. Ce dossier, il est clos. Postuler pour le remplacer. Et ce que Poutine a fait à Prigogine, c'est ce qui a... Ah non. Donc maintenant, Assim va pointer le doigt à Idrissa de piloter Iréolo. Je n'ai pas envie d'être déplumé. Merci beaucoup, Moussa. Je pense que tous les sujets nationaux, on a bouclé. Oui. On a un sujet régional, un seul sujet qui va aller très rapidement. Il s'agit du Rwanda. On a vu le président Paul Kagame annoncer qu'il va être candidat pour les prochaines élections. Et là, ça va être, si on comptabilise, un 4e mandat. Oui. Mais entre-temps, on sait qu'il y a eu des changements de constitution. Qu'est-ce qu'il faut lire là, Moussa? Oui, le pays des mille collines. Vous savez, Rwanda, Paul Kagame est au pouvoir depuis 1994, après le génocide rwandais de 1994 avec le président Habyarimana qui a été bombardé. Paul Kagame, quand il est venu au pouvoir, il a été élu pour la première fois en 2003. Donc, 7 ans après, en 2010, il a été réélu. Donc, maintenant, il a changé, il a pensé à un changement de constitution, puisque après avoir fait les 2 mandats, donc la constitution ne lui permettait pas d'être candidat, mais il a changé la constitution en 2015, mais qui devait rentrer en vigueur en 2024. Donc, après les élections. Mais maintenant, après le changement de la Constitution, si il est candidat en 2024, donc la Constitution entre directement en vigueur et ça va permettre à Paul Kagame de rester au pouvoir jusqu'à 2034. Les compteurs se remettent à zéro. Les compteurs sont à zéro. Wow. Donc, vous savez, c'est un pays quand même qui bouge et c'est le pays le plus propre en Afrique. Et il faut se dire la vérité qui a changé l'image. Oui, c'est l'un des pays les plus même propres. Même pas c'est carrément le. Voilà, donc maintenant on va être prudent. Mais c'est un pays, qui. Non, il dame le pion au Ghana. Et c'est un pays qui annexe aujourd'hui une partie du Congo. Justement. Et jusqu'à présent soutenu par la France. Et les rébellions qui se tombent. Parce qu'il y a eu un fiasco en Côte d'Ivoire quand je suis allé participer à l'Assemblée générale de la francophonie. Et entre les Rwandais et les Congolais, ils ont failli se jeter. Donc, c'était presque de toy-boy dans la salle. Et moi, j'étais là-bas. Donc, moi-même, j'ai intervenu pour essayer de partager entre la femme qui représentait le Rwanda et l'homme, le ministre qui représentait le Congo. Donc, maintenant, c'est pour dire que malgré il y a eu avancée politique dans ce pays, malgré il y a eu, sur le plan économique, le Rwanda quand même est une destination phare aujourd'hui de l'Afrique. Et sur le plan d'investissement aussi, c'est un pays quand même qui est beaucoup plus émergent. Mais sur le plan quand même politique, c'est un pays qui doit revoir sa politique, puisque annexer un pays qui n'est pas quand même... Il ne faudrait pas oublier que quand même c'est un ancien chef rebelle. Hein, donc, quand même. Soutenu par il y a cette teinte-là qui reste... Surtout qu'il a rendu visite dernièrement à un certain Doumbis qui aurait des idées. Et il y a le pont même de la Guinée porté... Peut-être même que c'est ce qui l'a motivé à aller aux Nations Unies. Assez rapidement, le temps nous fera défaut. Justement, moi, le Rwanda, Paul Kagame, c'est un leadership. C'est un label mondial, c'est un label de fierté. Parce que vraiment, il a pris un pays en ruine, il a su le remonter. Il m'a beaucoup surpris et touché. Je me suis mis à découvrir le Rwanda quand j'étais au Ghana en 2012, où déjà à cette époque, je voyais que c'est le seul pays au monde qui, tellement qu'il a désavoué la France, a même rejeté la langue française. Ils ont quand même eu cette chance-là d'avoir une langue qui est parlée et écrite. Oui. Et ils ont aussi une langue régionale qui est aussi parlée et écrite, parce que là-bas, il y a la langue nationale que j'ai découverte depuis peu, le Kiri-Rwanda, mais nous tous, on connaît le Swahili, qui est vraiment parlé et écrit dans toute la région. Mais Paul Kagame, vous savez, contrairement à Moussa, je voudrais quand même apporter quelques précisions. C'est vrai, c'est le président qui porte la modification. Mais en réalité, en 2015, quand il y a eu la modification, ça ne venait pas vraiment de lui. Paul Kagame
voulait partir. Réellement, il voulait partir. Mais c'est sa majorité qui lui a dit. Et le peuple, carrément, dans son grand ensemble, qui lui a dit, c'est toi notre leader, on se retrouve en toi, on se reconnaît en toi. Continue. S'il le faut, nous allons à un référendum, on change. On a changé. Et il y a 2 mois, moins de 3 mois, juste après le référendum malien, Paul Kagame avait laissé entendre que le poids même du pouvoir, il est vraiment fatigué, il a envie de passer à autre chose. Mais comme dit souvent Moussa, je comprends que les visiteurs de nuit sont allés le voir pour qu'il reste dans la tontine. Son nouveau mandat me surprend. Il a le leadership qu'il faut, il peut conduire le pays. Mais sincèrement, à travers Paul Kagame et tous ces leaders-là qui ont fait près de 10-20 ans, je les interpelle sur une chose. Qu'ils ne croient pas qu'ils sont les hommes présidentiels. Ils ne prévoient jamais une succession. Quand ils sont aux affaires, on ne voit jamais de leader émerger. Le premier en date vers qui même je pointe mon regard, c'est le président Alassane Ouattara. Ces présidents-là sont là. Ils ont un leadership, certes, mais près de 15, 20 ans, 30 ans au pouvoir, on ne voit jamais quelqu'un émerger. Ils ne préparent pas de succession. 2 choses se passent. Le fait qu'on les voit trop, c'est ce qui pousse à ces idées de souveraineté militaire dont nous parlons. Ou peut-être même quand ils ne sont pas là, le parti s'entre-déchire et finalement ce parti-là tombe, c'est un autre parti qui vient. J'invite vraiment l'élite, ces présidents-là qui ont eu à faire les indépendances, qui sont encore là, ou ceux-là qui sont issus des années 90, en tout cas de ces 30 dernières années, à songer à préparer les successions. Parce que c'est très embarrassant qu'on les chante à longueur de temps, que c'est toujours toi, c'est toujours toi. Quand il y a une rupture, qu'elle soit politique, populaire ou militaire, on est finalement dépassé par les événements et on tombe des nues et le pays se retrouve à reculons. Je suis totalement d'accord avec Idriss sur cette approche-là. Je pense qu'à un moment donné, tu as été bien, tu te retires et tu laisses la place à une jeunesse, à des jeunes. Et tu peux être éternellement le conseiller, tu peux le mentor. Tu peux être un mentor pour ça. Mais être tout le temps dans le pouvoir et pouvoir gérer le pays, il faut Madame revoir. Fadima, c'est justement ce qui a été chanté justement au professeur Alpha Condé, dont il parlait au départ. Francophone qui est venu toujours nous embrouiller, il faut regarder, il faut porter un regard. Non mais Alpha Condé, vous avez dit que Alpha Condé continue de faire la mue dans son parti. Il doit se retirer aussi. Un Poutine qui est au pouvoir jusqu'à 2036, c'est ce que la constitution de la Russie lui a donné. Donc maintenant, et en Chine, la Chine avait des présidents. Moussa, avait eu des présidents. C'est un régime parlementaire. Moussa, la différence avec nous, nos pays africains, c'est que dans ces pays-là, ils posent réellement des bases. Des axes. Ils travaillent. Et Paul Kagame, on est en train de dire que Paul Kagame a travaillé. La Chine a un système éducatif, mais colossal. Oui. Où aujourd'hui, même si le président dégomme ou il meurt ou il y a un crash, les Chinois ont déjà été dressés pour pouvoir travailler. Effectivement. Mais nos pays africains, Moussa, tu sais très bien comment ça se passe dans les pays africains. Si on en gagne un président de la sorte, on va dire que c'est un président dictateur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous voulez changer, vous voulez donner une nouvelle politique à ton pays, on te traite de dictateur. Donc maintenant, je ne sais pas sur quelle chaîne l'Afrique veut aller, mais pour vous dire vrai, Paul Kagame est un président. Et je ne dirais pas officiellement que je soutiens son 4e mandat, mais s'il est à la tête de Rwanda jusqu'à 2000 ou bien X années, s'il fait l'affaire de Rwandais, qu'il continue. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes à la fin, tous les dossiers sont bouclés. Chers collègues, chers confrères, on se dit à une prochaine. Moussa, oui, entre-temps, il faut piocher dans les dossiers et puis voir ce qui se passe à l'horizon, évidemment. Oui, on va voir, peut-être la semaine prochaine, on va parler de ce voyage au Nicaragua, donc qui est devenu aujourd'hui Eldorado des Africains, qui veulent aller tenter leur chance aux États-Unis, au pays des oncles Sam. Donc, et après, on va parler aussi de beaucoup de choses qui se passent à l'horizon. Oui. Merci beaucoup, Moussa. Idrissa? Bon, moi déjà, je tiens le public en haleine parce que manque de temps, on n'a pas pu parler du sommet des Nations Unies, mais au moins la semaine prochaine, on aura eu les interventions ça et là. Et cette présence remarquée de Mamadi Doumbia que je salue quand même. Et aussi, on sera dans l'euphorie de la rentrée scolaire.
à moins d'une semaine. Oui. Donc ça sera l'occasion pour moi de déballer certaines choses sur ces écoles présumées avoir des faux agréments où il y a quand même des gros noms, des gros poissons, des noms sérieux qui sont des labels. Ça va être un dossier croustillant, on n'en doute pas. Téléspectateurs de Mandé TV, ainsi prend fin notre entretien brut, votre entretien brut. Voilà, nous avons pour thème les 63 ans d'indépendance du Mali et l'actualité plutôt. Je suis avec Monsieur Moussa Oulé Traoré, journaliste correspondant de Média Guinée. Moussa, à la prochaine. Au revoir. Et aussi avec M. Idrissa Keïta, journaliste consultant, spécialiste du Mali, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Idrissa, à la prochaine. Au revoir, bye bye. Restez sur les ondes de Mandé TV et aussi allez sur nos pages YouTube, Facebook et aussi, il ne faut jamais rater le direct sur notre page Facebook du plateau Entretien Brut. On se dit à la prochaine et on remercie la régie qui a assuré ce tournage. Au revoir.